Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Je suis en effet à la fois honoré et très heureux de pouvoir partager avec vous les éléments essentiels du tout nouveau plan de croissance rentable organique du groupe PSA. Vous l'avez souligné, grâce à Back in the Race et surtout grâce à la mise en œuvre de ce plan par les collaborateurs de PSA, nous avons pu, en l'espace de 2 ans, à la fois rétablir les fondamentaux en matière de rentabilité, en matière de suppression de la dette, puisque l'entreprise n'a plus de dette aujourd'hui, en matière évidemment de génération de flux de trésorerie positifs qui nous assurent notre capacité à investir dans l'avenir. Ceci a été obtenu par l'optimisation de l'utilisation de nos ressources, par l'amélioration de nos prix nets et par l'accélération de notre réduction des coûts variables. En bref, Back in the Race nous a rapprochés de l'excellence opérationnelle et nous comptons bien continuer à utiliser les grands principes de Back in the Race pour chaque fois que possible nous rapprocher de cette excellence opérationnelle qui fait la différence entre les constructeurs. Mais ceci n'est pas suffisant. Au-delà de l'excellence opérationnelle, il faut avoir une démarche stratégique à moyen et long terme qui permet à l'entreprise de se bâtir un avenir. Et vous avez évoqué, Madame la Présidente, un certain nombre de questions que je tâcherai de traiter dans le cadre de cet exposé. Donc, Push to Pass est un plan stratégique qui vient se superposer à un plan Back in the Race qui nous a rapprochés de l'excellence opérationnelle. Alors, pour bâtir ce plan, nous avons d'abord commencé par reconnaître qu'il y a dans les sociétés dans lesquelles nous opérons un certain nombre de changements. Et il s'agissait pour nous non pas de contrer ces changements, mais simplement d'en prendre acte. Vous en avez ici une liste à l'écran que je ne vais pas commenter en détail. Je dirais que parmi ceux-là, il y a deux idées majeures qu'il faut retenir. C'est un centrage de plus en plus sur la mobilité et de moins en moins sur le produit automobile, et le fait que l'expérience prend le pas sur la notion de propriété, et ceci aura évidemment des conséquences sur la manière dont nous allons nous organiser pour préparer l'avenir. Donc nous prenons acte de ces évolutions, de cette vitesse de changement des attentes de nos clients, et évidemment il est de notre responsabilité d'adapter l'entreprise aux attentes de ses clients, puisque seule la satisfaction de ces attentes permet de donner à l'entreprise la pérennité et la prospérité à laquelle nous aspirons. Nous avons donc décidé de mettre le client au cœur de nos préoccupations et quelque part d'ouvrir l'entreprise à une influence plus forte du monde extérieur et notamment de nos clients. Ceci se traduit par la mise en place de deux piliers de notre activité. Un pilier qu'on peut qualifier de connu, qui est celui du constructeur automobile. Et de ce point de vue-là, nous voulons devenir un constructeur automobile de référence dans l'industrie automobile mondiale pour son efficience. Et ceci est important pour son efficience. Nous voulons être un constructeur automobile particulièrement efficient. Et en complément de cela, nous voulons préparer notre entreprise à l'éventualité d'une fourniture d'un service de mobilité qui serait associé à cette idée que l'usage et l'expérience de la mobilité deviendront, pour certaines parties de la population, plus importants que la propriété même de l'objet de mobilité. Et donc nous voulons préparer l'entreprise à cette éventualité, raison pour laquelle vous voyez sur ce slide un deuxième pilier qui est celui du fournisseur de mobilité qui vient compléter et créer des synergies avec celui de constructeur automobile de référence en matière d'efficience. Alors, le plan Push to Pass, une fois qu'on a compris ces deux éléments essentiels de notre modèle d'affaires, eh bien, il s'articule autour de trois axes majeurs. Un premier axe qui est celui d'une offensive produit et technologique sans précédent dans l'histoire de l'entreprise. C'est très important de le comprendre car je me souviens avoir eu avec vous un dialogue il y a à peine 2 ans sur ce thème, et je me souviens qu'à l'époque, eh bien, une des grandes questions qui nous était posée, c'est est-ce que vous êtes en train d'assécher le pipeline produit de l'entreprise, et est-ce que vous allez mettre l'entreprise dans une situation où, à la sortie de sa reconstruction économique, elle n'aura plus de produits, elle n'aura plus de technologie, et donc elle ne pourra plus assurer son avenir? Eh bien, la réponse, elle est là. La réponse, c'est qu'effectivement, nous avons protégé nos investissements pendant la phase de reconstruction économique, et nous rentrons, à peine sommes-nous sortis de cette phase de reconstruction, nous rentrons dans Push to Pass avec une offensive produit sans précédent. Je vais vous donner quelques chiffres de référence qui sont très marquants. Sur les 6 prochaines années, nous allons lancer 28 nouveaux produits en Europe, 20 nouveaux produits en Chine, 23 nouveaux produits en Afrique et Moyen-Orient, 17 nouveaux produits en Amérique latine, 17 nouveaux produits en Eurasie.
Ceci signifie qu'effectivement, pendant la phase de reconstruction, nous avons continué à investir, à développer à la fois nos produits et nos technologies. Et comme vous le savez, notre gamme deviendra de plus en plus une gamme mondiale, ce qui permet d'améliorer significativement l'efficience de tout l'amont créatif de l'entreprise. Et vous avez ici à l'écran les 34 véhicules de la gamme cœur du constructeur automobile, décomposés en 26 véhicules particuliers et 8 véhicules utilitaires que nous avons renforcés avec l'introduction d'un pick-up de charge utile 1 tonne que nous allons développer au cours des prochaines années. Donc vous voyez une gamme cœur mondiale de 34 véhicules, 2 plateformes pour porter l'ensemble de ces applications véhicules et surtout une planification stratégique du produit qui a été complètement refondue de manière à ce qu'on vérifie la pertinence du plan produit, non pas à partir du centre de l'entreprise, mais à partir des fenêtres régionales qui voient arriver ces nouveaux produits sur les marchés où ces fenêtres régionales opèrent. Pour cela, nous sommes dotés d'une stratégie de planification du produit qui procure à chaque région la possibilité de voir arriver tous les ans une nouvelle Peugeot, une nouvelle Citroën et une nouvelle DS. C'est-à-dire qu'à partir de 2018, grâce à cette nouvelle approche de la gamme cœur mondiale de l'entreprise et grâce à une nouvelle approche de planification stratégique du développement, eh bien, nous allons assurer que chaque région va voir arriver tous les ans une nouvelle Peugeot, une nouvelle Citroën et une nouvelle DS, ce qui va donc procurer une régularité dans la croissance de notre business qui va être assurée par cette nouvelle manière de planifier nos développements et de planifier l'introduction de ces produits. Sur le plan technologique, nous avons également une poussée sans précédent, puisque non seulement nous allons continuer à améliorer les émissions de nos moteurs à combustion interne, notamment les moteurs essence, nous avons fondamentalement lancé tous les programmes d'électrification de nos groupes motopropulseurs, avec l'arrivée des hybrides rechargeables essence dès 2019 et l'arrivée d'une technologie électrique de deuxième génération dès 2019, avec un déploiement sur un certain nombre de véhicules jusqu'en 2021, qui nous permettra en 2021 d'avoir 7 véhicules hybrides rechargeables essence et 4 véhicules purement électriques, ce qui nous permettra donc d'accentuer fortement l'électrification de notre gamme, qui est déjà aujourd'hui présente, puisque depuis le 1er janvier de cette année, au cours du premier trimestre de 2016, le taux de croissance de nos ventes de véhicules électriques en Europe est de 100%, donc un doublement de nos ventes, ce qui prouve que nous sommes en train de démarrer fortement notre activité commerciale dans le domaine. Enfin, nous savons que sur le plan des marques, nous allons continuer à différencier nos marques, avec une marque Peugeot qui se positionne comme le généraliste de haut de gamme du marché, une marque Citroën qui est de plus en plus centrée sur l'humain et sur une utilisation agréable et aisée du véhicule au quotidien, avec une dimension de confort qui fait partie de son ADN, cette fois-ci déployée à 360 degrés, et une marque Premium DS qui, elle, exprimera le luxe et l'esprit avant-gardiste à la française sur l'ensemble des marchés mondiaux. Donc, premier axe que je vous demande de retenir de Push to Pass, c'est une offensive produit technologique sans précédent dans l'histoire de l'automobile, avec pas moins de 121 lancements de nouveaux modèles sur l'ensemble des 6 régions qui nous occupent sur notre activité commerciale mondiale. Deuxième axe de ce plan, eh bien, réduire, si ce n'est annuler, la vulnérabilité de notre entreprise qui est aujourd'hui, comme vous le savez, très dépendante du marché européen et du marché chinois, je dirais même pour l'essentiel du marché européen, ce qui la rend évidemment vulnérable lorsqu'il peut se produire des crises ou des points difficiles, des périodes difficiles sur un seul marché qui peut tirer l'ensemble de l'entreprise vers le bas. Et évidemment, la seule manière de la protéger, eh bien, c'est d'avoir une décomposition de nos ventes sur un nombre plus important de marchés mondiaux, de manière à ce que statistiquement, on protège l'entreprise d'une crise régionale en ayant évidemment un volant d'affaires suffisamment copieux sur un nombre suffisamment important de marchés pour que statistiquement, on soit protégé d'une crise régionale à un seul endroit du monde. Ceci est particulièrement important quand on se souvient qu'il y a 2 ans, dans cette salle, ou dans une salle semblable à celle-ci, on se disait que ça n'allait pas très bien en Europe, mais heureusement il y avait la Chine. Et 2 ans plus tard, c'est exactement l'inverse. C'est l'Europe qui va beaucoup mieux et la Chine qui se porte beaucoup moins bien. Et on voit bien que si nous avions à un moment donné un synchronisme de difficultés sur les 2 régions, on mettrait l'entreprise en difficulté. Et on veut donc sortir de cette vulnérabilité en ayant un volant d'affaires sur un nombre plus important de régions qui, statistiquement, ne seront pas toutes
au point bas, il y aura toujours quelques régions en point haut et d'autres régions en point bas. Et c'est ça qui constitue la protection de l'entreprise. Donc, deuxième axe très important de Push to Pass, eh bien, c'est une offensive à l'international, c'est introduire nos marques et nos services dans des marchés où nous ne sommes pas aujourd'hui présents. Je vais vous en citer un certain nombre. D'abord, le développement en Afrique et au Moyen-Orient, sur lequel nous avons un potentiel de progrès qui est très important. L'arrivée sur le marché de l'Asie du Sud-Est, qui est un marché commun qui s'appelle l'ASEAN, dans lequel nous sommes très marginalement présents aujourd'hui uniquement en Malaisie pour l'essentiel. L'arrivée sur le marché indien, où nous ne sommes pas du tout présents, et le retour programmé et progressif sur le marché d'Amérique du Nord, qui, comme vous le savez, avec l'Europe et la Chine, représentent les 3 gros marchés automobiles mondiaux. Eh bien, nous voulons revenir sur ces marchés, développer nos marques, développer nos affaires rentables dans ces marchés pour justement protéger l'entreprise d'éventuelles crises régionales. Et puis 3 axes. Troisième axe de développement, eh bien celui qui concerne la mobilité, qui concerne cette notion que la mobilité est centrée sur l'usage, sur l'expérience, que les besoins de mobilité des générations futures sont en croissance exponentielle. Et ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que l'opportunité pour l'industrie automobile, c'est d'être capable d'accompagner des besoins de mobilité qui, eux, ne sont pas en décroissance, ils sont plutôt en forte croissance. Mais cette mobilité s'exprime plus sur une dimension de l'usage et de l'expérience que sur une dimension de propriété de l'objet de mobilité, raison pour laquelle nous nous plaçons là encore dans cet axe pour préparer l'entreprise à cette éventualité, ce qui suppose que nous nous positionnons pour être des fournisseurs de mobilité, des opérateurs de mobilité qui vont donc offrir ce service et qui permettra, si nous sommes nous-mêmes les opérateurs, de bien comprendre les attentes de ces utilisateurs. Car il est fort probable que les besoins des utilisateurs de mobilité vont se traduire par une conception des objets de mobilité qui sera divergente par rapport à la conception des véhicules aujourd'hui en propriété. On voit bien, si vous roulez dans les véhicules d'Autolib par exemple, vous voyez bien de quelle manière les véhicules sont traités, vous voyez bien que ces véhicules vont devoir se développer sur des dimensions de connectivité, sur des dimensions de fonctionnalité de l'habitacle, sur des dimensions de résistance de l'habitacle à un usage plus intensif. Et donc vous voyez bien que là où nous avons une carte à jouer, c'est d'abord, en étant nous-mêmes opérateurs de mobilité, comprendre les attentes de ces clients, car les attentes de ces clients vont rejaillir sur la manière de concevoir ces objets de mobilité. Et donc on peut penser qu'à l'avenir, les objets de mobilité en partage auront une conception différentes des objets de mobilité en propriété. Il faut là aussi se préparer et surtout utiliser les synergies qui vont exister entre un constructeur automobile et un opérateur de mobilité. C'est une opportunité, c'est d'ailleurs une disruption que nous appelons de nos voeux parce que nous sommes une entreprise de plus en plus agile, qui est devenue plus agile au travers de la reconstruction de ses fondamentaux et au travers des épreuves que nous avons traversées. Et donc nous voyons cette accélération de changement des attentes comme une opportunité plutôt que comme une menace. Donc ceci est important. Nous allons donc travailler dans ce sens. Je ne vais pas commenter, faute de temps, l'ensemble des initiatives. Vous voyez qu'en matière de mobilité, il n'y a pas que les services de mobilité et les services connectés. Il y a aussi être capable de développer notre business de vente de véhicules d'occasion, capable de fournir des solutions de mobilité où on regroupe à la fois l'objet de mobilité, la maintenance et l'assurance, et faire en sorte qu'on ait une mobilité sans souci avec un seul acte d'achat de l'ensemble de ces paramètres. Nous voyons aussi que nous avons programmé de manière très progressive et à partir de l'eau-partage notre retour en Amérique du Nord, car dans le retour en Amérique du Nord, ce qui est important, ce n'est pas le retour, c'est le fait d'y revenir de manière solide, de manière progressive, voire de manière prudente pour y rester. Et c'est ça le point important. Alors, avant de finir, je voulais juste vous présenter les objectifs économiques sur lesquels nous nous engageons. Je dirais que ces objectifs économiques correspondent à une forme d'élévation du niveau de jeu de l'entreprise PSA, du groupe PSA dans le monde automobile. Vous voyez qu'ici, nous nous engageons sur une marge opérationnelle de la division automobile qui représente le cœur de notre métier, qui passe de 1% à 4%, donc une multiplication par 4 de notre rentabilité sur le cœur de notre modèle d'affaires. Et on se compare à une moyenne qui a été établie sur les 15 dernières années. Sur les 15 dernières années, de 2001 à 2015, nous avons été en moyenne à 1% de marge opérationnelle sur la division automobile.
eh bien, nous proposons, sur les 3 prochaines années, en moyenne, 2016, 2017, 2018, de ne faire pas moins de 4% de marge opérationnelle, ce qui multiplie donc par 4 la rentabilité de l'entreprise. Et donc, vous voyez que c'est à la fois un engagement sur la durée, puisque c'est sur une période de 3 ans, qui démontre que nous élevons le niveau de jeu de l'entreprise à une autre catégorie. De la même manière, sur la croissance du chiffre d'affaires, et Madame la Présidente, vous m'interrogez sur la question des volumes, je veux ici rappeler que pendant que nous reconstruisions les fondamentaux économiques de l'entreprise, les volumes de PSA mondiaux ont cru de 5,5% sur cette période de 2 ans, ce qui veut dire que l'entreprise a su, tout en se restructurant, continuer à progresser sur ces volumes. Et donc ce n'est pas quelque chose que nous abandonnons, pas du tout, mais c'est, de notre point de vue, la croissance des volumes, c'est la récompense d'un travail bien fait. Ce n'est pas la fin en soi, mais si nous avons une croissance des volumes, c'est que nous avons bien fait tout le reste, c'est-à-dire que nous avons bien rendu nos clients heureux et que nous avons su apporter sur les marchés des produits attractifs. Donc nous voyons la croissance des volumes comme étant le résultat d'un travail bien fait. Vous voyez ici que le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui cette fois-ci mélange à la fois la vente de véhicules et la vente de services, raison pour laquelle nous raisonnons en chiffre d'affaires, eh bien nous nous proposons là aussi, en prenant en référence ce que nous avons su faire comme taux de croissance annuel des 15 dernières années, nous nous proposons ici aussi de multiplier par 4 ce taux, puisqu'il passe de 0,8% sur les 15 dernières années à 3,2% sur les 3 prochaines. Et donc vous voyez que nous conjuguons à la fois l'amélioration de l'efficience de l'entreprise par l'amélioration de la marge opérationnelle et dans le même temps une multiplication par 4 également du taux de croissance du chiffre d'affaires. Alors je voudrais terminer, donc vous l'avez vu, les 3 axes majeurs, une offensive produit et technologique sans précédent, une offensive à l'international pour réduire la vulnérabilité de l'entreprise à des crises régionales, et un 3e axe qui est de préparer l'entreprise aux enjeux de la mobilité de demain sans propriété. Mais je ne voudrais pas terminer ce rapide exposé sans vous rappeler les éléments essentiels de ce qui concerne la France, puisque c'est le pays de notre entreprise, c'est là que nous avons le cœur de l'entreprise. Et je veux d'abord ici rappeler que nous avions pris des engagements dans le cadre du contrat social que nous avions signé en octobre 2013, que ces engagements portaient sur 1 million de véhicules produits en France en 2016. En 2015, nous avons produit 995 000 véhicules, donc déjà tout près du million, que nous étions engagés à affecter un nouveau véhicule par site industriel sur la période 2014-2016, que l'ensemble de ces affectations ont été faites et chacun des sites industriels connaît maintenant le véhicule qu'il aura à produire sur les prochaines années. Nous étions engagés à investir 1,5 milliard d'euros en France sur la période 2014-2016. Ceci a été réalisé et à maintenir pas moins de 75% de notre volume d'activité recherche et développement en France à l'horizon 2016, ce qui est en cours d'être réalisé. Je voulais vous dire que j'ai ici une longue liste que je ne vais pas énumérer de tous les investissements qui ont été faits sur l'ensemble de nos sites industriels et que nous sommes résolument engagés dans une démarche que je qualifierais de co-construction de l'avenir avec nos partenaires sociaux, avec lesquels nous avons un dialogue très ouvert et très transparent sur la manière de continuer à construire la compétitivité de notre entreprise, car il est maintenant bien compris et bien admis par l'ensemble de nos collaborateurs et de nos partenaires que la meilleure façon de donner à l'entreprise un avenir prospère et de protéger nos collaborateurs, ce qu'évidemment ils attendent de nous, c'est de donner un niveau de performance à l'entreprise qui lui permet de continuer à croître de manière rentable. C'est ça la meilleure réponse que nous pouvons leur apporter. Enfin, sur ce dernier slide, je voulais partager avec vous quelques données quasi philosophiques de la manière dont nous voyons la conduite de notre business. D'abord, rappeler que pour une entreprise comme la nôtre, la performance compte plus que la taille. Et que, comme je le disais, la taille, c'est toujours le résultat d'un travail bien fait, le travail qui apporte à nos clients un niveau de satisfaction élevé. Nous considérons que ce qui est important, c'est d'être à la pointe de l'efficience de tout ce que nous faisons, que ce soit dans le domaine de la qualité, dans le domaine du service, dans le domaine de toutes les activités cœur de métier d'entreprise. Nous reconnaissons que le client a un besoin de mobilité qui ne passe pas obligatoirement par la propriété, et donc nous nous y préparons. Nous préparons à devenir un fournisseur de mobilité. Nous considérons que la croissance est toujours le résultat d'un travail bien fait, et donc nous nous concentrons sur l'excellence de l'exécution. Et vous l'avez souligné, Madame la Présidente, nous avons évidemment le souci de rendre l'entreprise plus robuste.
Rendre l'entreprise plus robuste, ça passe par deux dimensions. Il y a une dimension qui est celle de l'excellence opérationnelle, de la préparation aux enjeux de la mobilité de demain. Il y a une autre dimension qui est d'être en bonne situation, en bonne forme, pour pouvoir négocier une éventuelle alliance stratégique que nous n'écartons évidemment pas. Nous sommes les yeux grands ouverts pour saisir toute opportunité qui pourrait se produire, mais nous voulons placer l'entreprise dans une position où une alliance stratégique ne fera que rajouter de la valeur à un plan stratégique déjà ambitieux et robuste, et pas dans une situation où l'alliance stratégique serait une condition nécessaire pour sauver l'entreprise. Nous n'avons pas besoin d'une alliance pour sauver l'entreprise, mais étant en bonne santé, étant nous-mêmes prospères et en croissance rentable, nous nous mettons en situation de pouvoir éventuellement saisir une opportunité pour devenir un acteur encore plus important. Et donc, je voulais partager avec vous un dernier slide qui est celui du changement d'identité de notre entreprise, qui s'appelle désormais PSA, groupe PSA. Et je vais ici souligner le fait que c'est groupe avec un E, pour bien mettre en lumière, évidemment, le fait que nous sommes une entreprise française et fiers de l'être. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci pour votre attention. Merci. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Peut-être tout à l'heure, à l'issue de l'intervention, Madame la rapporteure pourrait vous répondre aussi à la question concernant l'apport des nouveaux actionnaires, donc Feng et l'État. Madame la rapporteure. Oui, je vais essayer d'être brève pour laisser mes collègues aussi poser des questions. D'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Ma première question, ça a été en fait le point de départ de la création de notre mission d'information créée par la conférence de présidence. C'est évidemment l'affaire Volkswagen qui est loin d'être terminée. Je voudrais vous interroger, non pas d'un point de vue technique, puisque nous avons longuement rencontré vos équipes et Gilles Le Borgne, mais plus du point de vue de ce que cette affaire a comme conséquence sur la relation entre les consommateurs et la confiance dans l'industrie automobile. Je voudrais saluer la démarche que vous avez initiée avec Transport Environnement, France Nature Environnement et Veritas, même si elle méritera d'être complétée par la suite. Est-ce que vous diriez que pour les autres constructeurs, c'est une concurrence déloyale, qu'un constructeur triche? Et est-ce que cette affaire doit être transformée en opportunité pour remettre à plat les règles sur la question des normes, des contrôles, et rétablir cette confiance? Et peut-être si vous pouvez nous dire un mot aussi, puisqu'on n'a pas eu, on n'en a pas eu l'occasion, même si on a vu les déclarations publiques sur ces questions de procédure de la DGCCRF il y a maintenant 15 jours. Deuxièmement, sur Push to Pass, alors je dois dire que c'est la première fois qu'un constructeur nous présente un plan qui paraît en phase avec ce que nous avons beaucoup entendu sur l'évolution des usages de l'automobile et l'évolution de la relation des consommateurs à l'utilisation de l'automobile et donc la mutation, la révolution que ça représente de passer d'un constructeur à un fournisseur de services de mobilité. La question que je voulais vous poser, c'est que 2021, c'est demain en fait. Les changements sont extrêmement rapides, donc à la fois c'est un temps long au regard de la vitesse de changement qu'il y a dans votre secteur, mais en même temps c'est très court. D'autres constructeurs nous ont présenté des visions à l'horizon 2050. Donc est-ce qu'il y a est-ce que ce qui est sous-tendu dans ce plan, c'est une vision stratégique à plus long terme? Et je voudrais vous interroger aussi sur ce que ça signifie en termes de mutation des emplois du secteur. Il y aura toujours une production industrielle, mais aussi ce que ça veut dire en termes de mutation des emplois et des compétences dans l'entreprise. Ma troisième question, c'est le maintien des sites industriels en France. Vous avez rappelé les engagements qui ont été tenus dans le plan Back in the Race. Il y avait le maintien des sites jusqu'en 2016. Et après, qu'est-ce qui est en Push to Pass? Il y avait 1,5 milliard d'investissements en France dans le plan initial. Et maintenant, dans Push to Pass, quel va être l'investissement en France? En se déplaçant sur site, on a vu qu'il y a un enjeu de modernisation, d'adaptation de l'outil de production industrielle, notamment sur les moteurs, qui sont à 85% fabriqués en France. Il y a déjà eu des investissements, mais la question, c'est
qu'est-ce qui va être prévu pour l'avenir? Et aussi, est-ce que vous allez poursuivre la stratégie Origine France? Vous avez 15 modèles aujourd'hui Origine France garantis. Est-ce que vous allez, dans les nouveaux modèles qui sont annoncés, maintenir une stratégie de Origine France? Dans votre audition par la Commission des affaires économiques il y a un an, en 2015, vous aviez invité à la neutralité technologique de l'État, notamment par rapport au débat essence-diesel. La neutralité technologique suppose la neutralité fiscale. Et donc un rééquilibrage de la fiscalité qui est maintenant enclenché. Quels investissements, quel accompagnement ça suppose par rapport à la préservation de l'activité industrielle de PSA en France? Et est-ce que vous êtes par ailleurs demandeur de mesures des pouvoirs publics en faveur de l'accélération du renouvellement du parc automobile, qui est une question très importante si on voulait, par exemple, sortir du parc roulant les véhicules qui ne sont pas équipés, par exemple, de filtres à particules. Et puis ma dernière question, sur le partage de la réussite, évidemment. Vous êtes exprimé publiquement sur la question de votre salaire, d'autres exemples défraient également la chronique et donnent lieu régulièrement à ce que l'État menace de légiférer sans jamais le faire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le partage de la réussite avec les salariés? Je crois qu'une nouvelle négociation d'accord de compétitivité doit s'enclencher. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors, si vous me le permettez, Monsieur le Président, nous allons tout de suite prendre les questions de nos collègues qui se sont inscrits. Premièrement, Monsieur de Courson. Monsieur le Président, quelques questions. Première, il n'y a pas d'ordre hiérarchique. Que représente le CIR, le crédit d'impôt recherche, dans votre effort de recherche-développement? Et est-ce que l'existence de ce CIR, dont on dit qu'il est le plus avantageux des systèmes d'incitation et d'encouragement à la recherche-développement dans la plupart des pays développés, est-ce qu'il a eu des conséquences quant à l'implantation de votre effort de recherche en France? Deuxième question concernant la neutralité fiscale essence diesel qui a été évoquée par notre rapporteur. Est-ce que la vitesse de réalisation de cette neutralisation fiscale, à parité énergétique bien sûr, est-ce que la vitesse est cohérente avec la vitesse d'adaptation de l'entreprise? En d'autres termes, est-ce qu'on va trop vite ou pas assez? Question subsidiaire sur l'oxygénation des carburants. Comment se pose le problème en Europe par rapport au reste du monde, puisque vous allez vous implanter un peu partout dans le monde? Et puis, j'ai une petite question sur le niveau assez élevé en France de la pression fiscale, notamment sur les bénéfices. On a l'un des taux d'IS les plus élevés. Est-ce que ceci a des conséquences dans l'organisation de votre groupe? Organisation juridico-financière, d'une part, voire même sur le choix des implantations de vos nouvelles unités. Et puis, je vous rassure, c'est la dernière question. Vous avez beaucoup développé le troisième axe sur la mobilité. En d'autres termes, faire de la location, développer des prestations autour de la mobilité. Mais est-ce que ceci ne se traduit pas par des besoins de capitaux beaucoup plus considérables? Parce que qui va porter ces actifs? Est-ce que c'est une structure dédiée du groupe? Et comment est-ce que vous les financez? En d'autres termes, est-ce que les besoins financiers des trois axes, qui sont quand même très ambitieux de l'entreprise, comment est-ce que vous allez financer cela? En d'autres termes, est-ce que ça ne va pas déstabiliser l'actionnariat? Est-ce qu'il ne faut pas faire rentrer d'autres actionnaires? Enfin, toute cette question du financement de ces trois axes. Merci. Monsieur Stroman. Merci Madame la Présidente. Nous étions récemment au siège de Google à Paris. J'ai bien compris que vous voulez aussi passer de la propriété à l'usage. Alors, est-ce que vous croyez à l'avenir de la Google Car, c'est-à-dire à
la voiture sans pilote. Et est-ce que vous y préparez d'une certaine façon? Puis une autre question, la France est aujourd'hui très absente du marché des deux roues. Peugeot avait une tradition très forte sur le deux roues. Alors, je crois qu'il y a un potentiel, à mon avis, très fort du deux roues, du scooter électrique. Est-ce que vous avez des projets dans ce domaine? Parce que je pense qu'il y a un potentiel très fort. Monsieur Ménuel. Merci, Présidente. Oui, Monsieur le Président, je voudrais saluer d'abord la stratégie que vous avez présentée parce que c'est vrai qu'elle est très claire, elle intègre bien les enjeux de la mobilité de demain et de cela, je crois que c'est particulièrement rassurant. Vous avez également bien précisé l'évolution de votre offre par rapport à vos concurrents. Vous avez parlé d'efficience, mais je voudrais vous interroger au niveau national comment vont évoluer les réseaux de vente et de distribution. À côté de chez moi, j'ai un acteur dans le e-commerce. Je vois chaque semaine, c'est des centaines de voitures neuves qui sont vendues à des particuliers ou à des groupes au niveau national. Donc comment ça va évoluer? Parce que traditionnellement, il y a des réseaux de distribution avec le service après-vente, etc. Est-ce que tout ça ne va pas être perturbé demain? Et question accessoire, en ce moment même, les accords qui sont en discussion concernant le TAFTA, les accords transatlantiques, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences concernant un groupe comme le vôtre au niveau international? Monsieur Kemel. Merci, Madame la Présidente. Vous avez, Monsieur le Président, présenté votre évolution de marge opérationnelle et une évolution particulièrement positive qui peut aujourd'hui est de 4% et est passée à 6%. D'abord, en tant que parlementaire, on souhaite toujours évaluer les politiques que nous menons, et notamment la politique du CICE. Quelle part représente le CICE dans cette marge opérationnelle? En termes d'usage de cette marge opérationnelle, je rejoindrai les propos de Madame la rapporteure en ce qui concerne les investissements. Quelle part d'investissement sera faite grâce à cette marge opérationnelle et aussi vers quelle orientation sont-ils particulièrement en France pour renforcer votre système productif et notamment le système productif de partenariat que vous pouvez avoir avec un certain nombre d'entreprises. Moi, bien sûr, j'ai une veille sur l'entreprise de mon territoire qui s'appelle la Française de Mécanique. Ce partenariat a permis justement de donner de la lisibilité aux salariés quant à leur emploi. Va-t-on la renforcer, notamment dans la production des moteurs et des moteurs nouveaux? Voilà les questions que je souhaitais vous poser. Alors, Monsieur Albarello. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous avez déclaré récemment sur une radio nationale, nous avons chez PSA un potentiel et une énergie que nous allons libérer. Cette énergie que vous allez libérer, est-ce que c'est le plan push to pass que vous venez de nous présenter sur les différents transparents qui ont été livrés sur le tableau ici? C'est ma première question. Ma deuxième, elle rejoint celle qui a été posée par mon collègue Stroman. À l'international, notamment, alors j'ai deux sujets sur l'international. Moi, je reviens d'une mission parlementaire à Taïwan, 23 millions d'habitants, il y a 15 millions de scooters à Taïwan, et ils sont en train de travailler sur la transition énergétique. Et j'ai visité une start-up très innovante qui s'appelle Gogoro, peut-être que vous connaissez, elle a 8 mois d'existence, et ils ont sorti un produit fantastique. À l'image d'Apple, c'est un scooter bien sûr recyclable, base d'aluminium, électrique, mais vous ne pouvez pas le recharger, c'est-à-dire que vous êtes obligé de retirer vos batteries, les déposer chez une station-service, et vous reprenez une batterie, vous repartez. C'est-à-dire que votre scooter, il est connecté à votre iPod, à votre iPhone, il vous donne le temps restant à parcourir et il vous dit là où vous devez aller rechercher votre nouvelle batterie, et vous payez par abonnement, ce qui est quand même intéressant. Est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez? Et puis, en visitant Taïwan, j'ai essayé désespérément de trouver des Peugeot, je n'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu effectivement dans une arrière-cour un réparateur de voitures, et il réparait les Peugeot. Donc, je pense que sur le plan ambitieux que vous souhaitez développer, il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense que vous avez des parts de marché extraordinaires
extraordinaire à conquérir. Et enfin, la dernière question, elle rejoint celles qui ont été posées, c'est en définitive le monde a changé, hein, puisqu'on parle d'auto connectés, de scooters connectés. Vous avez été très longtemps seul sur votre secteur. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui le handicap du secteur automobile de vivre une vraie révolution ? Voilà. Et une dernière question par notre collègue Barbier. Merci Madame la Présidente. Je ne m'étais pas inscrit parce que comme il y avait beaucoup de questions, je ne savais pas s'il m'en resterait une à poser à la fin. J'en ai trouvé peut-être deux. Monsieur le Président, moi j'ai eu la chance, et je vous en remercie, je remercie vos équipes de Montbéliard également, de Sochaux, d'essayer. Ils m'ont fait essayer votre véhicule autonome. Sur autoroute, c'est véritablement bluffant. Et Peugeot, vous n'êtes pas en retard sur la technologie. La question que je me pose, c'est par rapport à ces véhicules donc, autonomes qui n'ont plus besoin de piloter, qui se conduisent tout seuls. Je crois savoir que pour les particuliers, le temps d'utilisation d'un véhicule, son véhicule personnel, je crois que c'est 15 ou 17% du temps. Est-ce que demain, avec le véhicule autonome, est-ce que vous avez des études, des perspectives par rapport à ça? Est-ce que demain, ce véhicule autonome est de nature à diminuer, on va dire, le nombre de véhicules utilisés par les familles? Avant, on avait un véhicule par famille, ensuite 2, puis 3. Est-ce que ce véhicule autonome aura un impact sur, globalement, le nombre de véhicules par famille et les productions de véhicules? La deuxième question, j'ai entendu le souci, on sait bien que c'est un groupe d'études automobiles, mais en même temps, c'est bien aussi de parler un peu de scooter. L'usine Peugeot Scooter, elle est dans ma circonscription à Mandeure. Vous partagez, on va dire, l'actionnariat, 49% de Peugeot chez Peugeot Scooter et 51% Mahindra. Et je suis toujours un tout petit peu, effectivement, quand je vois d'autres pays où il y a des scooters électriques qui sont en train de se développer, des nouvelles technologies, ce qui ont été évoquées ici par mes collègues, je suis un peu sur mon secteur en attente de voir des nouvelles productions. Je dis Peugeot a été capable, vous avez été capable, vous, le président, vos équipes, de redresser, le Peugeot automobile. Qu'en est-il, sur la partie scooter? J'ai vu qu'il y a des communes qui avaient acheté, des grandes villes qui avaient acheté des scooters électriques, et ce n'était pas du Peugeot. Et on a eu du scooter électrique fabriqué par Peugeot. Où en êtes-vous de votre réflexion par rapport à également le scooter? Merci. Alors, je rappelle quand même, nous sommes dans le cadre d'une mission d'information, hein. Peut-être que le groupe d'études suivra les travaux de notre mission, mais pour l'instant, c'est bien une mission d'information sur l'offre automobile. Et Madame Zimmermann, pour finir. Merci. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous savez que j'ai dans ma circonscription la première usine du monde de diesel. Et j'ai quand même, je sais surtout, parce que j'ai suivi toute l'histoire de cette entreprise, j'ai aujourd'hui beaucoup de salariés qui sont très inquiets. Très inquiets parce que les attaques successives sur le diesel leur posent question. Et non seulement leur posent question, mais quelque part, avec tous les messages à la fois que vous leur transmettez, avec beaucoup de sagesse, notamment sur les recherches qui ont été faites par votre entreprise, sur le travail du diesel propre qui a été fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette mission leur pose question. Je sais également que progressivement, les cadres de cette entreprise travaillent sur, aujourd'hui, la modification de l'outil de travail par rapport à l'essence. Donc, moi, ce que je souhaiterais, si vous voulez, c'est voir comment, au niveau de la direction de PSA, il y a aujourd'hui des messages d'espoir qui peuvent être passés. Parce que je reste convaincue que tout le travail que vous avez fait sur le diesel sera fait sur l'essence. Parce que je suis toujours convaincue que vous avez un potentiel au niveau de la recherche et d'innovation qui est largement supérieur aux autres entreprises. Mais sur aujourd'hui les salariés, il y a des inquiétudes et je crois, si vous voulez, que c'est à la fois, certes, les résultats de la mission. Nous avons été à Trémery
Et c'est sûr que ça a provoqué des interrogations, mais également sur le travail qui peut être fait au niveau notamment de la recherche et comment, vous, à votre niveau, il y a, je dirais, un apaisement des esprits à avoir pour que vos salariés qui travaillent avec beaucoup de conviction